Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver en ce début d'après-midi pour un nouveau webinaire intitulé Agence ou freelance, comment construire sa stratégie digitale et se faire bien accompagner. Donc vraiment un sujet hyper intéressant aujourd'hui et j'ai la chance d'être accompagnée non pas d'un mais de deux intervenants. D'Axel Lénouri tout d'abord qui est chez Fiverr. Bonjour Axel, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Merci à toi de prendre le temps de nous rejoindre sur ce webinaire. Et puis Pierre-François Cialdella, qui est directeur marketing chez Neo Camino. Bonjour à toi, bienvenue aussi Pierre-François. Salut Anne-Émilie, bonjour à tous. Alors ils vont se présenter un petit peu mieux juste après. Je vous propose, comme vous le faites actuellement, de mettre un petit message dans le chat pour nous dire si le son et l'image sont corrects de votre côté. Ça me permettra d'enchaîner sur une petite présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas. Top, parfait. Et allez, super. Du coup, je vous propose qu'on commence cette petite présentation des Folies Web. Les Folies Web, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons des événements gratuits pour aider les petites entreprises à réussir sur Internet. Alors, tous nos événements sont gratuits, qu'ils soient à la fois en présentiel ou en webinar. Du coup, PF, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Ah oui, Merci beaucoup. Nos événements sont donc à la fois en présentiel et aussi en ligne, comme aujourd'hui. Et notre idée derrière les événements Folie Web, c'est de vous accompagner pour comprendre les enjeux qui vous sont offerts grâce au numérique, mais aussi passer à l'action, ne plus être spectateur, mais bien passer à l'action et atteindre vos objectifs grâce au numérique. Donc, on parle ensemble de création de sites web, de stratégie digitale, de réseaux sociaux, de newsletters, de nom de domaine, de référencement, de publicité. Bref, vous l'aurez compris, on parle de beaucoup de sujets tous ensemble pour vous faire réussir grâce à Internet. Alors très souvent, on nous demande comment c'est possible que tous nos événements sont gratuits. Eh bien, ce n'est pas magique, c'est tout simplement que nous avons deux partenaires co-organisateurs qui nous soutiennent depuis la création des Folies Web en 2015. Notre premier partenaire, c'est l'AFNIC, qui est une association à but non lucratif qui gère l'ensemble des noms de domaine en .fr. Donc tous les sites que vous voyez en .fr sont gérés par l'AFNIC. Et l'AFNIC soutient les Folies Web via un programme qu'elle a lancé qui s'appelle Réussir en .fr. Leur objectif, c'est vraiment vous donner les clés d'une présence en ligne maîtrisée et indépendante. Je trouve que c'est quand même assez important de le souligner. Et puis notre deuxième partenaire, qui est Neo Camino, qui est bien représenté aujourd'hui par Pierre-François Cialdella. Du coup, Pierre-François, je te passe la balle à ce moment-là pour que tu nous en dises un peu plus sur Neo Camino. allez avec plaisir. Donc moi je suis directeur marketing chez Nocamino depuis 2021, donc ça fait 1 an et demi. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 12 ans chez Ninkasi, qui est une fabrique de bière distillerie, réseau de 25 bars-restaurants partout en France sur des fonctions de marketing. Et j'ai été amené à collaborer avec de très nombreux freelances et également très nombreuses agences. Donc, je serai là pour répondre à l'ensemble de vos questions par rapport à ce sujet. Voilà, et ça sera très intéressant de pouvoir parler de tout ça avec vous. Et Axel, je te laisse te présenter aussi, puis je parlerai de Neo Camino après. Bonjour à tous, enchantée. Donc moi, je m'appelle Axel Lenouri. Je suis aujourd'hui grosse marketeur chez Fiverr depuis 2020. Donc un petit peu, je suis arrivée en phase avec la pandémie. Puis aussi freelance, donc en marketing et stratégie digitale. Et j'interviens dans les écoles de commerce pour dispenser des formations et des cours sur le marketing digital et comment améliorer sa présence en ligne. Et j'étais auparavant responsable marketing chez Whirlpool dans l'électroménager. Super. Et donc, je reprends la main. Donc, Neo Camino, ça fait désormais 10 ans qu'on existe et notre mission, c'est d'être au service de la réussite digitale de tous les entrepreneurs, les indépendants, les TPE et les PME. Et donc, avec une mission qui se rapproche un petit peu de ce qui a été énoncé par Anne-Émilie, c'est-à-dire développer une indépendance et un modèle économique soit bon pour chaque entrepreneur en fonction de ses propres objectifs. Et nous, notre approche, je vais vous en parler un petit peu de toute façon dans le cadre de ce webinaire, c'est de bâtir sa stratégie digitale avant de se lancer tête baissée sur on va dire des délégations, avant de se lancer soi-même sur le web, c'est de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. On intervient pour piloter vos actions sur le web. On vous accompagne aussi pour monter en compétences grâce à notre méthode. On organise des coachings individuels, des coachings collectifs et enfin on propose de déléguer de nous faire déléguer vos projets digitaux, donc avec une agence intégrée chez Nocamino pour créer vos sites web, sites e-commerce, blog, campagnes ads, j'en passe et des meilleurs.
Et donc après, nous sommes aujourd'hui en accompagnement de plus de 400 clients sur plein de secteurs d'activité différents, des e-commerçants, des professionnels du service, B2B ou B2C, de l'industrie des indépendants, mais également des freelances. Et on accompagne de nombreux freelances sur leur stratégie d'acquisition sur le web. Voilà, puis je passe la main désormais à Axel pour qu'elle puisse présenter un peu Fiverr. Alors, Axel, le micro, Axel. Hop, excusez-moi, merci. Donc Fiverr, c'est d'abord une communauté de talents dans l'univers de la création et du digital. Et dans la création, on verra ensuite, ça recouvre multiples catégories. Donc ça va du graphisme au design, la musique, la vidéo, l'animation. Donc on va vraiment couvrir tous ces pans de métiers créatifs et aussi tous les métiers liés au digital. Aujourd'hui, vous allez me dire, tout devient digital. Mais là, on va vraiment se focaliser sur création de site web, tous les leviers du marketing digital qui vont permettre de vous faire connaître sur la toile. Et puis après, tout ce qui est lié vraiment au business pour développer des clients pour votre business. Et notre mission, elle est vraiment assez simple à comprendre, c'est faciliter et fluidifier la collaboration dans le monde professionnel. C'est vraiment rendre l'achat d'une prestation de service aussi fluide et aussi simple qu'un produit physique. Donc, c'est vraiment la mission que s'est donnée Fiverr depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils existent depuis plus de 10 ans. Fiverr est présent dans plus de 160 pays. Donc, on le verra, c'est un vrai avantage quand on a justement une volonté de développer son business à l'international. Il y a plus de 4,2 millions de clients en France et à l'international. Et donc, les catégories que je vous citais précédemment, ça va donc design, graphisme, marketing digital, tout ce qui est conception web, rédaction, traduction, donc copywriting, création de vidéos, d'animation, musique et audio. Top, merci Axel pour cette... Et donc, dernier petit point, donc la mission que je vous décrivais tout à l'heure, donc de faciliter l'achat d'un service aussi facilement que l'achat d'un produit physique, c'est vraiment la mission de Fiverr. C'est en tant qu'entrepreneur ou en tant que de patron d'entreprise, ça va être une excellente alternative quand on a en manque de ressources ou quand on manque de budget au recrutement traditionnel qui sont les CDI et CDD. Ou alors quand vous avez un pic d'activité également, vous allez aussi pouvoir trouver la compétence qui vous aidera à ce moment-là. Et l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est très très orientée utilisateur, à la fois utilisateur, le prestataire qui va proposer ce service, mais également le donneur d'ordre qui achètera des services. Et on verra plus tard dans notre présentation qui est un élément clé quand on doit déléguer. Merci beaucoup pour cette présentation, Axel. Du coup, j'en ai terminé, moi, avec ma petite présentation des Folies Web. Ce que je vous propose, c'est pour répondre à plusieurs de vos questions. J'anticipe un petit peu, mais oui, il y aura un replay de ce webinaire. Vous y aurez accès juste à la fin du live quand je cliquerai sur terminer l'événement sur le même lien qu'actuellement. Donc, si jamais vous souhaitez revoir la session, il suffit de cliquer sur le même lien que pour le live. Autre question, est-ce que vous aurez le support de présentation? Oui. Il suffira pour cela de compléter la petite enquête de satisfaction que je vais vous proposer à la fin du webinaire. Et enfin, dernière chose, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à vraiment les mettre dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas à droite de votre écran. Ça nous permet de regrouper toutes vos questions au même endroit et de pouvoir prendre toutes ces questions dès la fin de la session. Axel et Pierre-François prendront un moment pour y répondre. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne écoute. Allez, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, c'est parti, on y va. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, le tout premier point que je vais vous présenter, c'est comment construire sa stratégie digitale pour pouvoir préparer finalement sa phase de délégation. Et enfin, avec Axel, on va vous donner un petit peu les différentes forces de chacun des formats freelance, agence, pour finalement savoir comment bien se faire accompagner. Et puis enfin, on rentrera dans quelque chose d'un petit peu plus opérationnel qui va d'identifier les immanquables d'une délégation efficace pour pouvoir mener à bien votre projet en fonction de vos attentes. Alors, le tout premier sujet qui nous tient à cœur, c'est finalement de comment construire sa stratégie digitale. Forcément, avant de vous lancer sur les solutions, prenez le temps de la réflexion. C'est quelque chose qu'on propose
toujours de faire auprès de nos clients, mais également auprès de nos prospects chez Neocamino. Et c'est vrai que moi, après 13 ans d'expérience dans le domaine du marketing, j'ai pu voir que quand on est un peu jeune et fougueux, on a tendance à se lancer en oubliant parfois un petit peu de réfléchir et de se dire tiens, j'ai besoin de faire un site web, j'ai besoin de déléguer mes réseaux sociaux, etc. Le tout premier point, c'est de savoir mais de quoi j'ai vraiment besoin, où est-ce que j'ai envie d'aller, quels sont mes enjeux, et de se mettre d'accord avec ça en les couchant sur papier. Donc du coup, moi, ce que je vous propose de faire, avant de vous lancer à corps perdu dans une délégation, c'est déjà faites le bilan de l'existant. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous n'êtes pas lancé, c'est également tout à fait valable. Posez-vous la question de votre business plan, de votre projet, de votre modèle économique. Comment vous voyez votre activité une fois qu'elle sera lancée? C'est sûr, c'est plus simple quand vous avez déjà un vécu, un business avec un chiffre d'affaires. Néanmoins, le tout premier point, posez-vous toujours la question de comment se développe votre activité actuellement. Quel est votre niveau de chiffre d'affaires? Combien vous avez de clients? Ça vous permettra déjà de prendre conscience aujourd'hui comment est construit votre chiffre d'affaires. Qui sont-ils? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que ce sont des clients qui sont réguliers? Est-ce que ce sont des clients qui viennent une fois mais qui ne reviennent jamais? D'où viennent-ils? Ça, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui quand vous vous lancez dans le cadre de votre stratégie digitale. Posez-vous toujours la question, finalement, comment j'ai pu acquérir mes clients? Est-ce qu'ils sont venus par le bouche à oreille? Est-ce qu'ils sont venus par de la recommandation? Est-ce qu'ils sont venus par le digital? Et s'ils sont venus par le digital, est-ce qu'ils sont venus grâce à mes réseaux sociaux ou grâce à de l'emailing ou encore mon référencement naturel? Bref, listez un portrait qui soit le plus précis possible de là où vous en êtes. Et enfin, posez-vous la question, prenez du recul sur les actions que vous avez déjà menées à bien, notamment sur le sujet du digital. Est-ce que vous êtes lancé sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Qu'est-ce que vous avez produit en termes de contenu? À quel rythme? Quels sont vos résultats passés? Est-ce que vous avez eu de l'audience? Est-ce que vous avez eu des interactions? Mais également, posez-vous la question de l'énergie que vous dépensez sur chacun de ces leviers d'activation du digital. Combien de temps vous passez à faire vos emailing? Ce que vous en faites? Combien de temps vous passez à administrer votre site web? Tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour savoir finalement où j'en suis aujourd'hui dans ma stratégie d'acquisition digitale. Est-ce que mes clients, c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Est-ce que ils viennent de mes partenaires? Etc. etc. En fait, prenez le soin de quantifier tout ça, de savoir, dans le cas d'un vrai état des lieux, d'identifier d'où vient votre chiffre d'affaires. Une fois que vous l'avez posé, écrit noir sur blanc, c'est-à-dire que ce n'est plus dans votre tête, moi j'insiste énormément dessus, écrivez-le, peu importe sur quoi, un Word, un Google Slide, finalement l'objet n'est pas le sujet, c'est juste de l'écrire noir sur blanc et déjà de prendre conscience de où vous en êtes. Posez-vous la question du digital plus précisément. Quels sont les leviers digitaux que vous avez déjà activés et puis pour quels résultats? Moi, je vais vous donner quelques métriques clés qui sont importantes pour savoir de quoi vous avez réellement besoin. C'est vraiment la philosophie qu'on a chez Neocamino, c'est de savoir, avant de déléguer vos réseaux sociaux, où vous en êtes. 4 leviers clés identifiés ici en tant que tel. Le site internet, aujourd'hui, quel est votre taux de conversion? C'est quoi le taux de conversion? Ça peut être plusieurs choses, le taux de conversion finalement. Ça peut être combien j'ai de visiteurs sur mon site web et combien convertissent. Pourquoi il y a plusieurs types de conversion? Parce que vous pouvez convertir sur un e-commerce, c'est un achat. Donc du coup, vous allez vous dire, sur 100 visiteurs, j'en ai 3 qui achètent, mon taux de conversion est de 3%. Mais ça peut être également pour des professionnels du service, que ce soit du B2B ou du B2C, des prises de contact, des téléchargements de contenu, des prises de rendez-vous, j'en passe, et des meilleurs. On va également considérer qu'il s'agit d'un taux de conversion. Enfin, les réseaux sociaux. Est-ce que vous activez vos réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Quelle est votre audience? Ce que j'entends par l'audience, c'est le nombre de personnes qui voient vos contenus, sur combien de contenus, et enfin, quel est votre taux d'engagement, qui est une métrique qui est clé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le taux d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est combien j'ai eu d'interactions, de likes, de partages, de commentaires et autres vraies interactions par rapport au volume total d'audience. Ça va vous permettre d'identifier la pertinence, votre capacité à créer de la communauté sur la base de votre ligne éditoriale et de votre stratégie de contenu. Troisième sujet, la publicité. Aujourd'hui, combien vous dépensez en pub sur Facebook, sur Google, sur Insta, sur LinkedIn? Combien ça vous rapporte? Est-ce que vous gagnez votre vie avec cette publicité? Quel est votre coût d'acquisition
prospect / client, peu importe quelle est la métrique. Est-ce que vous êtes rentable par rapport à ça? Combien de temps ça vous prend? Je refais écho avec la slide précédente. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez être plus performant? Et enfin, l'emailing qu'on a tendance souvent à oublier alors qu'il s'agit du média le plus rentable aujourd'hui. Combien vous avez de bases de données, à combien vous envoyez d'emails, à combien de personnes et surtout comment vous convertissez. L'emailing, il est fait également partie d'une vraie stratégie digitale et vous devez savoir combien vous convertissez également sur vos emailing. Et ça fait écho à tout ce que je vous ai dit en amont. Demande de rendez-vous, achat direct, téléchargement de support, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc là, vous avez fait votre cartographie de là où vous en êtes. Très important, l'étape de base. Et surtout, vous allez pouvoir commencer à prendre du recul par rapport à ce que moi j'appelle l'entonnoir global de conversion du digital. Et vous allez pouvoir vous dire, finalement, je me rends compte que je suis bon pour attirer mes clients, mais par contre, je ne suis pas bon pour fidéliser ou je ne suis pas bon pour convertir. J'insiste énormément là-dessus parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce qui coûte le moins cher dans le marketing, c'est de fidéliser. Envoyer un emailing, c'est pas loin de 0 € de coût. Avoir un site web, ça s'amortit dans le temps, c'est pas très cher et vous êtes propriétaire de votre data. Et c'est ce qui vous permet derrière de convertir et de générer du revenu. Et attirer des clients, c'est ce qui coûte le plus cher, qu'il s'agisse de référencement, naturel ou payant, même si le référencement naturel est gratuit, ça prend du temps, donc ça coûte de l'argent. La publicité en ligne, l'affiliation, les relations presse, mais également les réseaux sociaux sont des moyens d'attirer du trafic vers votre site web que vous allez vouloir convertir. Posez-vous la question, dans le cadre de votre stratégie, de quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un site web? Est-ce que j'ai besoin de réseaux sociaux? Quelle est ma priorité aujourd'hui à l'instant T par rapport à mes enjeux? Ça, c'est extrêmement important. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à là où vous avez envie d'aller. Ce que vous voulez réellement déléguer à un freelance, à une agence, aux deux, ça, c'est la clé de toute délégation stratégique. Et ce sont des billes qui vont faire partie de votre brief. On en parlera un peu après. Vous allez pouvoir transmettre à votre partenaire de confiance. Voilà, le deuxième point, c'est faites attention à ne pas vous lancer tête baissée. Le digital, c'est extrêmement vaste, c'est très très large et ça peut rapidement être, et je peux vous le dire, parce que moi, ça fait 13 ans que je fais ça et j'ai des équipes marketing qui bossent 100% de leur temps là-dessus, ça peut être très coûteux. On peut vite dépenser beaucoup d'argent sur le web, à bon escient comme à mauvais escient, si on ne se pose pas la question du retour sur investissement de tout ce qu'on a vu auparavant. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je pense au référencement naturel, rédiger des articles de blog, c'est super efficace, mais encore faut-il savoir bien le faire. Être présent sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde est d'accord, c'est extrêmement chronophage, mais est-ce que j'ai choisi le bon réseau social en fonction de mes enjeux, de ma cible, de mes clients? Est-ce que j'y mets suffisamment d'énergie? Est-ce que j'en mets pas trop par rapport à mon ROI final, etc. Et enfin, c'est complexe. Oui, forcément, ce sont devenus des métiers, des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, il s'agit de faire appel à des expertises là où vous ne l'avez pas. Il y a des experts en tout, en création de site web, en pub, en référencement naturel, j'en passe et des meilleurs. Et donc, voilà, faites un petit peu cet inventaire de prendre de la hauteur et de dire avec quoi je suis à l'aise, avec quoi je ne le suis pas du tout. Ça va vous permettre de savoir ce dont vous avez vraiment besoin en termes de soutien externe. Est-ce que vous avez vraiment envie de déléguer ou pas? La deuxième étape, ça va être de bâtir votre plan d'action digital pour réussir à vous développer. Moi, ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est de démarrer par ça. Une fois que vous avez fait votre inventaire, vous savez où vous avez envie d'aller d'un point de vue business, vous allez définir vos priorités. Et définir ces priorités, c'est quoi? C'est déjà, par exemple, définir ses fondations. Je vous l'ai montré juste avant. La fondation numéro 1, c'est votre site internet pour convertir correctement. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous allez être indépendant au niveau de tout ce qui va se passer dans l'univers du web. Tout votre trafic va aller sur votre site internet et c'est là que vous allez convertir dans 90% des cas. Vous pouvez convertir sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas propriétaire de votre donnée parce que ce sont les Facebook et consorts qui connaissent réellement qui sont vos clients. Enfin, définissez vos portes d'entrée dans votre plan d'action digital, lesquelles je veux activer, le référencement naturel, la pub, les réseaux sociaux. Et enfin, ce qu'on va appeler les couloirs de votre fondation, parce qu'on parle vraiment des fondations d'une vraie maison. Votre maison, c'est votre site web. Les couloirs, c'est ce qu'on va appeler l'emailing. Par où je démarre? Définissez votre objectif business. Qu'est-ce que vous attendez de votre activité en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, en termes de marge? Donnez-lui une temporalité à cet objectif. C'est bien beau de dire je veux faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, mais pour quand? Combien d'années vous vous donnez? Ou combien de voix vous vous donnez? Et faites en sorte de ne pas être trop ambitieux sur vos objectifs. Mettez-vous des objectifs peut-être déjà à horizon 6 mois. C'est déjà super si vous arrivez à les atteindre.
Et puis, si vous avez déjà un peu plus de vécu par rapport à votre business, vous pouvez vous donner une vision à horizon 3 ans, notamment quand il s'agit d'amortir des investissements par rapport à la création d'un site web ou la création d'un contenu ou le développement d'une application. Un objectif business, il se décompose toujours. Il se décompose comment? En fonction du nombre de clients, en fonction d'un panier moyen, en fonction d'une récurrence d'une prestation. C'est ce qui constitue finalement le détail de votre chiffre d'affaires. À ce moment-là, quand vous allez définir votre plan d'action, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, aujourd'hui, j'ai 100 clients que j'accompagne, je vous donne une bêtise, tout au long de l'année qui me rapportent 100 chacun. Demain, j'ai envie d'aller chercher combien de clients? 10, 20, 30 plus. De combien j'ai besoin de prospects finalement pour pouvoir les convertir en clients? Combien finalement j'ai eu besoin d'avoir d'interactions, d'échanges au total avec des prospects pour au final aboutir à combien de clients? Là, vous allez vous poser la question de l'entonnoir de conversion. Vous allez vous dire, en fait, je me rends compte que pour atteindre ces 100 clients, j'ai eu 500 conversations. Si demain je veux doubler mon volume de chiffre d'affaires, j'ai besoin de probablement doubler mon volume de clients, j'ai besoin de doubler mon volume de prospects. Quels sont les leviers que j'ai déjà activés, ceux que je dois activer, etc., etc. Bref, définissez vos feuilles de route. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre plan d'action, identifiez toujours comment vous allez vous y prendre. C'est ce que j'appelle les moyens. Attention au plan sur la comète. Un plan d'action, il doit toujours tenir compte de votre capacité à le mener à bien. Combien vous êtes prêt à investir de votre temps et de votre argent pour répondre à cet objectif business que vous vous êtes fixé. Je prends un exemple. Vous êtes consultant indépendant. Votre métier, c'est de faire du consulting. Et donc, ça va consister à faire de répondre à des briefs de clients, à mener à bien votre mission, à facturer, etc. Aujourd'hui, combien vous avez de temps à allouer à la partie prospection? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous n'avez pas envie de le faire? Combien vous avez d'argent à y allouer en fonction de vos potentiels de chiffre d'affaires? Pour vous donner quelques ordres d'idées, l'investissement en marketing, de toute façon, il va falloir le faire. Ça ne coûte jamais vraiment 0 €. Ça vous coûtera de toute façon du temps. Ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'il est assez cohérent. Ce sont des grandes généralités, c'est extrêmement variable selon les business, qu'il faut allouer à peu près 10% de son chiffre d'affaires attendu en marketing. Identifiez les compétences, celles que vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous avez été formé? Est-ce que vous voulez absolument pas le faire, oui ou non? Est-ce que vous avez l'appétence? Ça me paraît être un point qui est extrêmement important. Je pense que si vous êtes ici dans le cadre de ce webinaire, c'est que vous êtes chef d'entreprise et vous avez envie de faire des choses qui vous éclatent. C'est pour ça que vous avez choisi aussi d'être chef d'entreprise, que vous puissiez vivre de votre passion. Et à un moment, si animer vos réseaux sociaux, ça vous fait suer, surtout, ne le faites pas. Parce que vous n'allez pas prendre de plaisir, vous allez vous épuiser sur un truc où vous n'avez ni les compétences ni l'appétence. Et enfin, votre capacité à activer, c'est un levier qui est tout à fait pertinent au début, vos connaissances et votre réseau. Si vous avez un cousin, une cousine, un ami qui peut vous aider, faites-le toujours. C'est super important. Ça vous permet de mettre un pied à l'étrier si vous êtes entrepreneur en lancement. Ayez toujours à l'esprit cependant que les connaissances et le réseau, à un moment, ça s'épuise. Pourquoi? Parce que on est dans une relation sentimentale, c'est sympa la première année, la deuxième année, on commence à en voir un petit peu le bout et c'est jamais totalement suffisant pour pouvoir avoir une entreprise qui soit vraiment durable. Donc voilà, définissez, identifiez vos ressources disponibles que vous avez, que vous voulez activer et celles que vous n'allez pas, vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez faire cet inventaire. Et enfin, bâtissez votre stratégie. Ce qu'on conseille de faire, c'est pas de vous lancer à corps perdu dans je veux activer tous les leviers. Composez votre stratégie de 3 ou 4 grandes priorités sur l'acquisition digitale. Faites en sorte que ça soit 100% personnalisé en fonction de votre contexte. Parce que de toute façon, un plan d'action digital, il ne peut pas être générique. Si vous avez un prestataire, une agence qui vous dit bah ouais, moi j'ai l'habitude de travailler avec un tel, prenez ça, c'est sur étagère, c'est parti. C'est très probablement une très mauvaise idée parce que tout ce qu'on a vu avant, c'est très individuel. Nous, on réalise un peu plus de 400 stratégies digitales pour des entrepreneurs et des PME. Il n'y en a jamais une qui est pareille parce que tous les éléments qu'on a vus en amont sont tous différents. Et définissez toujours dans votre stratégie des dates de réalisation, ce que je vais appeler des échéances, des métriques clés associées. Combien j'ai envie d'atteindre, pour combien d'investissement, quel sera mon retour sur investissement, etc., etc. Et ça, vous en donnez 3, 4 grand maximum et ça sera déjà très bien. Voilà, exemple pratico-pratique, soyons très concrets. On a parlé tout à l'heure du consultant. Vous êtes en lancement et vous cherchez vos premiers clients. Le tout premier levier activé, ça va être capitaliser sur votre réseau. Vous rassemblez vos contacts, vous les segmentez. Vous créez un modèle de type d'email et vous le personnalisez. Vous envoyez vos premières campagnes et vous analysez vos résultats. Vous appelez des contacts qui ont répondu ou les plus intéressants. Simple, basique, ne vous lancez pas dans des choses qui sont complètement délirantes.
Vous êtes en activité depuis quelques temps, vous avez déjà capitalisé sur votre réseau, vous avez besoin d'aller plus loin. C'est la logique de l'escargot, le développement d'un business. Vous partez du cœur, des gens qui sont le plus proches de vous, et après vous élargissez. Priorité numéro 1, votre site internet, très important. Priorité numéro 2, votre stratégie de contenu, produire des articles de blog, produire sur les réseaux sociaux. Et enfin, priorité 3, animer votre base de contact avec de l'emailing. Et voilà, nous, ça ressemble à ça, par exemple, une stratégie digitale. Si tu veux vraiment trouver tes clients grâce au digital, tu te fixes un objectif de taux de conversion de votre site web. Tu te fixes un objectif de toucher ta cible par le référencement naturel. Je veux atteindre 400 visiteurs par mois. Je mets en place une démarche de prospection où je vais avoir 10 contacts qualifiés par mois et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est très pragmatique, c'est très chiffré, c'est très concret et c'est ce qui va vous rassurer aussi demain dans le cadre de votre stratégie d'acquisition. Donc voilà, ça c'est comment aujourd'hui je vous invite à faire pour travailler votre stratégie digitale. Une fois que vous avez travaillé votre stratégie digitale, il va falloir la mettre en œuvre par rapport à tout ce que vous avez vu. Le sujet numéro 1, c'est qu'est-ce qu'on fait? On passe à la mise en place opérationnelle et vous pouvez décider de faire en toute autonomie. Parce qu'il y a des sujets où vous êtes à l'aise, vous avez envie de le faire, lancez-vous, c'est parti. Vous pouvez décider de vous faire accompagner, c'est un format qui est également très efficace, qu'on fait nous par exemple chez Nocamino. Vous vous faites coacher, former, vous avez quelqu'un qui vous suit, qui peut être un rôle de regard extérieur qui intervient de temps en temps pour vous donner de l'énergie. Ça, c'est un format un peu intermédiaire par rapport à votre possibilité financière. Et où enfin, vous faites déléguer tout ou partie de votre feuille de route. Attention cependant, ne pas vous lancer tête baissée dans une formation ou une réponse opérationnelle métier sans avoir validé en amont l'opportunité de business qui est à saisir. J'entends, faites très attention à dépenser des milliers d'euros dans des sujets où finalement vous ne savez pas si vous allez avoir la main sur ce qui va être livré derrière. On entend tellement d'entrepreneurs qui se lancent dans la création de sites web. Une fois qu'il est lancé, ils ne peuvent pas le modifier, ils n'ont pas les accès, c'est catastrophique. Vous dépensez des milliers d'euros dans des développements extrêmement coûteux qui ne sont pas prioritaires. Donc prenez le soin de travailler votre stratégie avant de vous lancer. C'est un investissement temps et financier qui est ultra pertinent. Et donc, une fois qu'on s'est lancé, on va faire appel à des agences ou des freelances pour déléguer. Quelques chiffres clés pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est vaste, le métier de l'agence et du freelance, et on peut vite s'y perdre. Aujourd'hui, il existe un peu plus de 18 000 agences de com digital en France, et 96% sont représentés par des petites structures. Ça veut dire qu'il y a très très peu de gros, il y a beaucoup de petits. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 1 million de freelance en France, qui est un secteur qui est en train d'exploser, avec plus 92% en 10 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un marché qui a tendance à devenir de plus en plus gros, normal, parce que le digital prend une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de pourquoi faire appel à une agence, et puis après, j'aurai Axel qui va... Ouais. Juste peut-être, on peut mentionner le petit sondage. Ah oui, super. Anne-Émilie nous a mis. Vous verrez, il y a un onglet sondage et on serait très intéressé de savoir si vous avez déjà collaboré avec une agence, avec un freelance, avec une agence et ou un freelance ou pas encore. Ça nous permettra aussi de mieux adresser notre discours et puis surtout savoir qui nous avons en face et qui nous avons autour de la table. Ouais, tu as bien fait, parce que j'étais lancé. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le but. On vous répondra à tout avec grand plaisir à la fin. Aujourd'hui, pourquoi faire appel à une agence? Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une agence. Et des agences, il en existe de plein types. Donc, on peut vite s'y perdre. Et aujourd'hui, il existe des agences de communication, ce que je vais appeler du branding, de la charte graphique, des campagnes de pub, etc., qui est vraiment trait à l'univers visuel et rédactionnel. Vous avez des agences de web marketing qui font du référencement naturel, de la création de sites, du social media. Vous avez également des agences purement RP. Elles vont gérer vos relations presse, vos relations publiques, donc la relation avec, par exemple, les politiques, avec des décideurs ou également des influenceurs. Mais vous avez également des agences dites globales qui vont tout faire à la fois, des agences de com, de digital, etc. Il n'y a pas une bonne solution. Sachez juste que si vous avez besoin de RP, de com, de web marketing et que vous faites appel à chacun d'entre eux, vous aurez besoin de 3 interlocuteurs différents. Prenez en compte que ça prend du temps d'interagir avec 3 interlocuteurs différents. Par contre, vous allez vous dire, oui, mais si je travaille avec une globale, ils vont peut-être pas être très experts dans les 3, peut-être pas. Ça dépend des compétences que vous allez avoir en face de vous. Moi, je vous parle un petit peu des forces des agences. Je vais représenter le brick agence, mais je tiens à dire que j'ai travaillé avec beaucoup de freelance et je pense que les deux ne s'opposent pas et sont extrêmement complémentaires en fonction de vos enjeux. C'est ce qu'on va essayer de vous apporter dans le cadre de cet atelier. Les agences, moi, ce que je suis capable de vous identifier par rapport à mon historique, c'est qu'il y a 3 grandes forces. Premier point, c'est la solidité et la relation de proximité, la capacité à avoir une vision globale, et enfin, l'expertise sectorielle. En fait, pourquoi on va parler de solidité? L'intérêt d'avoir une agence, c'est que vous allez souvent avoir affaire à une entreprise qui a un historique.
et qui a un panel de clients qui est suffisamment large. Ce sont des éléments qui sont assez rassurants quand même quand vous vous lancez. Moi, c'est vrai que je regardais toujours avec combien de clients ils travaillent, parce que c'est toujours des éléments qui sont rassurants de me dire, OK, je ne fais pas appel à quelqu'un qui démarre, avec qui il n'y a pas suffisamment de vécu, etc. L'autre élément qui est important dans la relation de proximité, c'est que vous allez très probablement avoir un chef de projet dédié qui va vous faire en sorte d'avoir une relation individualisée. Ça, c'est un élément qui est également ultra rassurant parce que quand vous devez travailler sur plein de sujets, je prends l'exemple, vous devez lancer votre site web, vous allez devoir travailler le SEO, le développement technique, le graphisme, etc. Le fait de faire en sorte d'être le chef d'orchestre, c'est extrêmement complexe et ça prend du temps. Donc, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant d'avoir quelqu'un qui va jouer ce rôle. Enfin, l'intérêt de l'agence, régulièrement, c'est qu'il ne prend pas toujours au pied de la lettre le brief. Il va faire en sorte de vous accompagner sur la compréhension de vos besoins et vous aider sur les enjeux. Ce que vous avez vu un petit peu en amont avec moi, il va essayer de vous challenger sur tous ces sujets-là pour vraiment comprendre où est-ce que vous avez envie d'aller pour être sûr qu'il répond à la bonne problématique que vous avez. Enfin, c'est aussi un sujet de disponibilité par rapport aux équipes. Le sujet des vacances, des absences. Quand vous travaillez avec un freelance, s'il prend 3 semaines de vacances, il n'est peut-être pas disponible pour vous répondre. L'intérêt de l'agence, il suffit qu'il y ait quelques salariés, il va pouvoir transmettre ça à son collègue, etc. Pareil sur les arrêts maladie. Et c'est quand même un élément qui peut être assez rassurant par moment. Et enfin, une agence, c'est également une présence physique. Si vous avez besoin d'être rassuré, que les visios, vous en avez un peu marre, vous avez envie d'aller voir l'agence physiquement, moi, j'aimais beaucoup le faire, d'aller rencontrer les équipes, de voir quelle était l'ambiance de travail, parce que finalement, on noue une relation de partenariat avec une agence. Ça peut être également un élément qui est super intéressant et rassurant une fois de plus. Enfin, moi, je trouve ça également très chouette quand tu travailles avec une agence d'avoir une vision globale pour s'intégrer entièrement avec vos propres enjeux. Quelqu'un qui va avoir une vision d'ensemble par rapport aux autres compétences de son agence et qui va peut-être pouvoir vous ouvrir vos horizons de pensée par rapport à là où vous en êtes. Et enfin, le sujet, c'est ne pas se lancer sans brief et sans objectif. Ça, c'est quand même le maître mot d'une agence et c'est un élément qui est super important. Et enfin, comme je vous l'expliquais, voilà, je vous l'ai déjà dit, il va gérer les interactions entre les différents métiers. Et ça, c'est quand même un élément qui est assez rassurant et qui est très structurant. Ils vont également vous apporter tout un suivi sur la partie maintenance, suivi du mode projet, dont on parlera un petit peu après, qui est quand même très rassurant. Donc voilà, ça c'est pour vous parler un petit peu de l'agence. Et enfin, les expertises sectorielles, c'est vrai que les agences vont avoir tendance à se spécialiser. Moi, je l'ai beaucoup constaté. Je prends un exemple, à partir du moment où tu signes 1, 2, 3 clients en tant qu'agence dans le e-commerce, en fait, souvent, il y a un effet bouche à oreille qui se fait de manière très naturelle et les e-commerçants qui se lancent ou qui sont en phase de recherche d'agence vont avoir tendance à contacter ceux qui ont déjà des expertises. Et je vous conseille de le faire généralement parce que, une fois de plus, on s'enlève une charge mentale parce que c'est beaucoup d'argent, c'est de l'investissement et on est content d'avoir des gens qui ont déjà été confrontés en problématique. Ça va vous permettre d'être rassuré sur la compréhension des enjeux, la capacité à mettre en œuvre et puis même, souvent, ça va vous permettre d'enrichir, d'inspirer votre brief. Vous allez arriver avec votre brief, vous allez voir l'agence, vous allez lui expliquer votre projet. Le chef de projet va vous dire, moi j'ai déjà travaillé avec un tel et un tel. Regardez ce qu'ils ont fait et peut-être que vous allez ressortir un peu grandi et votre brief va être un petit peu modifié. Moi, ça s'est énormément vu dans mes expériences et c'est quand même très chouette d'avoir ces cas-là. Et enfin, un élément qui est également clé aujourd'hui, on est dans un monde où les avis pullulent, plus ou moins fiables, mais néanmoins existent. Avoir des cas concrets, des cas d'usage, pouvoir prendre des références pour se faire un avis 360 de la personne qui va vous accompagner. Voilà, parce que quand vous allez voir des agences, vous allez peut-être en contacter 2, 3, 4, pas plus. Vous ne perdez pas dans des discours sans fond. Et vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que dans le cadre de prise de référence, ça s'est plus ou moins bien passé. Et c'est également un élément de réassurance. Voilà, je te passe la main, Axel, je t'ai bavard. Merci, Pierre-François. Je regardais le sondage, c'est intéressant. Donc, sur les 54 personnes qui ont voté, on a 44% qui n'ont jamais collaboré ni avec une agence ni avec un freelance. Donc, vous êtes à la bonne place. J'espère qu'on vous aiguillera dans votre choix si vous avez un besoin de déléguer. 34% avec des freelances, les deux 12% et une agence 7%. Donc, les chiffres sont assez intéressants. Donc, effectivement, vous êtes tous à la bonne place parce que, comme le disait Pierre-François, une agence et un freelance, travailler avec une agence ou avec un freelance, c'est pas contradictoire. Au contraire, ça peut être complémentaire dans certains cas. Et on illustrera tout à l'heure avec un exemple. On est
on a oublié de le dire en introduction, on est désolé, Jérôme Foulet, qui devait être parmi nous, est malade, donc il ne pourra pas faire son retour d'expérience en direct. Par contre, ayant travaillé avec lui, je vous ferai son retour d'expérience et en espérant vous livrer de manière authentique ce qu'il a vécu dans son projet. Donc maintenant, on va voir de l'autre côté pourquoi faire appel à un freelance et quels sont les avantages de travailler avec un freelance. Et je te laisse passer les slides parce qu'effectivement, je suis tentée de le faire, mais je n'ai pas accès. Donc, je prends un petit pas de recul. Ce qu'on disait en amont, c'est que le freelance est en très forte croissance. Ça fait depuis 10 ans que les chiffres augmentent fortement, mais ça s'est encore plus accéléré avec la pandémie. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a deux augmentations. Il y a l'augmentation de le statut d'indépendant qui fait de plus en plus briller et séduit de plus en plus de salariés. Et donc, il y a ce passage qui est en train de s'opérer. Et il y a de l'autre côté des entreprises qui se tournent aussi de plus en plus vers les freelances. Soit au détriment, soit parce qu'ils n'ont pas forcément la compétence en interne, soit parce qu'ils n'ont pas le budget pour embaucher un contractuel, un salarié, ou alors aussi parce qu'ils ont besoin, ils ont un pic d'activité et ils ont besoin de surmonter cette surcharge. Et nous, en tant que plateforme, Fiverr, on a aussi remarqué au niveau de nos chiffres qu'il y a eu un très fort impact sur le nombre d'inscriptions, tant côté freelance que côté client. Et surtout sur des catégories qui sont fortement liées à la digitalisation des entreprises. Donc tout ça, en fait, un concorde pour dire qu'il y a vraiment une forte croissance qui est en train de s'opérer. Tu peux cliquer. Donc le statut de freelancing est vraiment en train de se démocratiser. On entend aussi beaucoup dans les médias autour de nous qu'il y a une révolution hybride qui s'opère, que la flexibilité, c'est aussi un terme qu'on entend, le fait de pouvoir travailler de chez soi, en télétravail, ou pour certains plutôt d'aller physiquement sur leur lieu de travail. Il y a tout un mode de fonctionnement dans les usages qui est en train de s'opérer. Et ça, le freelancing, ça le permet aussi. En Europe, un chiffre qui est vraiment intéressant, c'est que sur 13 millions de professionnels du numérique, il y en a un quart qui sont des freelances. Et en France, le chiffre qu'on vous annonçait, il y a plus d'1 million de freelances aujourd'hui en France. Et donc ça, c'est des chiffres de 2010. L'évolution, donc à 2 chiffres, plus 92%. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'âge moyen du freelance, c'est 37 ans. Donc on a 60% des freelances qui ont entre 25 et 40 ans. La moyenne d'expérience, c'est environ 9 ans. Donc souvent, aujourd'hui, les freelances ont commencé par un statut de salarié et ont migré vers le freelancing. Mais là, ce qui est en train aussi de s'opérer, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sortent d'école et qui se lancent aussi dans le freelance. Et l'autre aussi cas de figure, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en tant que salariés et qui se créent une micro-entreprise et qui travaillent aussi en freelance pour des revenus complémentaires, pour tout un tas de bonnes raisons. Donc, il y a vraiment ces nouvelles tendances qui sont en train de changer le monde du travail. Et là, je parle vraiment du monde du travail en France. Un point aussi qui est intéressant dans le cadre de notre webinaire, c'est savoir quel type d'entreprises font le plus appel aux freelance. Et à ma grande surprise, moi, quand j'ai commencé à regarder, je ne pensais pas que c'était les TPE, PME. Et aujourd'hui, c'est vraiment les TPE et les PME qui sont les premières à solliciter des freelances. Pour plusieurs choses, c'est que là, il y a une digitalisation qui s'est fortement accélérée, qu'elles ont dû, comme le disait Pierre-François, s'accélérer très fortement sur le développement de leur site web, soit en créer un parce qu'elles n'en avaient pas, soit le mettre à jour, soit se mettre à faire de la vente en ligne. Donc, ils ont eu besoin de ressources rapidement. Et les freelances aujourd'hui, ce sont des profils qui sont polyvalents et qui sont très dynamiques et facilement accessibles en termes de prix, en termes aussi de sourcing. Donc là, les chiffres, c'est des chiffres qui datent de 2021, pardon. Il y a 69% des TPE qui font appel à des freelances. Je te laisse passer. Pour redéfinir le métier du freelancing, à ne pas confondre avec indépendant. Donc, un freelance, c'est une sous-catégorie. Les freelances sont des sous-catégories des travailleurs indépendants. Mais un travailleur indépendant, c'est également toutes les professions libérales, ce sont des artisans. Donc, c'est vraiment le statut de freelancing, c'est une personne qui exerce une prestation de service intellectuel. Donc, dans les services intellectuels,
on y rentre la tech et la data, le graphisme, le design, le marketing digital, tout ce qui est lié au coaching, le management de projet, la communication. Donc, c'est vraiment des prestations de services intellectuels. Ce travailleur indépendant, c'est un entrepreneur, il n'a pas de salarié, il n'a pas de... Excuse-moi, Pierre-François, je ne vois plus la présentation. Ah, pardon. Je vous la remets. Hop là. Merci. Donc, il dispose donc d'un portefeuille de clients. Il n'a pas de local commercial, donc il peut travailler de n'importe où, soit chez le client, soit chez lui, soit en coworking. Et aujourd'hui aussi, ce qu'on constate, c'est que le freelancing, ça existe depuis des années. Mais aujourd'hui, le freelancing a toujours été précurseur sur les grandes tendances du travail, et notamment la flexibilité, l'autonomie et tout ce qui est lié au travail hybride. Les freelances ont effectivement la possibilité de travailler de n'importe où. Je veux bien que tu passes. Merci. Donc, les 5 avantages que j'ai répertoriés concernant le freelancing, il y a d'une part la flexibilité, l'accessibilité au sens large, la réactivité, la proximité humaine et l'expertise pointue du freelance. Et on va regarder tous ces 5 points en détail. Donc, quand je dis flexibilité, il y a vraiment le terme, je ne parle pas de liberté, je parle de flexibilité, puisque la compétence que vous allez rechercher en tant qu'entrepreneur, en tant que TPE-PME, vous allez pouvoir avoir accès à une compétence très spécifique et très rapidement. Après, tout dépend le moyen que vous allez utiliser pour chercher ce freelance-là. Mais si on fait référence à des plateformes comme Fiverr, mais il en existe bien d'autres, selon aussi les catégories de services auxquelles que vous cherchez, vous allez pouvoir sourcer un nombre de freelances assez important et surtout vraiment adapté aux besoins que vous avez pour votre activité. Donc ça, c'est vraiment un point ultra important. Un deuxième point, c'est qu'on a tous, là on est en période de Noël, une boutique, enfin vous pouvez avoir des saisonnalités très fortes dans votre business et avoir besoin à un instant T aussi d'une ressource supplémentaire. Et là, le freelance, vous allez pouvoir l'embaucher sur une période courte, sur une période longue, sur une période très ponctuelle. Ça va être à vous d'adapter, de discuter avec le freelance. Et ça aussi, c'est un vrai avantage de faire appel à un freelance pour vous soulager sur des périodes de surcharge. Après, il y a aussi la diversité des missions et le type de mission que vous allez leur confier. Ça, un freelance, vous allez pouvoir trouver des freelances dans pour multiples missions, pour multiples tâches, de la plus petite tâche à un microservice, à une mission beaucoup plus complexe qui intègre plusieurs freelances en mode projet. Donc ça, vous allez pouvoir faire appel à un freelancing. Vous pouvez le faire appel à un freelancing pour différentes missions. Ensuite, la flexibilité aussi dans le mode de fonctionnement. On a tous des modes de fonctionnement différents qui sont liés à votre activité, qui sont liés aussi à votre manière de travailler. Et ça, vous allez aussi pouvoir l'adapter et trouver le freelance qui correspond le mieux à votre mode de fonctionnement. Après, il y a aussi le mode de fonctionnement en termes de rémunération. Vous allez pouvoir soit travailler en régie, soit travailler au forfait. Donc, au forfait, vous allez être vers un objectif, le freelance aura un objectif vraiment de résultat, alors qu'en régie, on sera plus sur un objectif de moyens. Ça aussi, c'est important de dissocier. Et ça, c'est à construire aussi avec le freelance, avec qui vous collaborerez dans le futur. Un autre point qui est important, il y a le lieu de travail à définir. Ça peut être, ça se définit aussi en discussion, en toute transparente avec le freelance avec lequel vous souhaiterez travailler. C'est du full présentiel, du full remote parce que vous estimez que vous n'avez pas besoin d'avoir une personne dans vos locaux, vous n'avez pas les moyens de l'héberger, de lui fournir une place suffisante. Donc ça, c'est aussi à discuter. Et puis, la flexibilité aussi, elle est très importante sur la partie dans l'offre, dans la construction de l'offre. Souvent, on a effectivement identifié le problème, mais on ne sait pas bien comment résoudre ce problème, ce que ça va nous coûter, le temps qu'il va falloir investir. Et là, le freelance pourra aussi vous bâtir une offre sur mesure, vous permettant aussi d'y aller étape par étape, pas à pas. Axel, oui. Je me permets, il y a une personne qui a posé une question, la Pierre-Yves, en direct, qui me paraît intéressante de traiter en direct. À quoi correspond le mode régie ? Le mode régie. Donc, le mode régie, ça va être, vous allez payer avec un TJM. C'est-à-dire, vous allez avoir payé par jour travaillé.
c'est taux journalier moyen. Alors que le forfait, si on prend l'exemple du site web, vous allez payer 3 000 € le site web. Vous savez qu'à la fin, vous avez un site web et ça prendra, en général, ils vont évaluer, ça prendra 3 semaines, 1 mois. Au contrario, la régie, ils vont identifier un nombre de jours estimé. Il va se dire, moi, j'ai besoin de X jours et mon TJM, il est de 500 € au jour. Mais il peut avoir des aléas. Au final, si on est sur une refonte de site web, on se rend compte qu'il a passé 3 jours de plus que ce qu'il avait estimé parce qu'il y a eu un problème au niveau dans la construction, il n'avait pas anticipé ce problème-là, et le prix de la prestation sera augmenté de 3 jours fois 500 €. Donc c'est vraiment, et c'est là où j'insiste, dans le cas de forfait, on va être le freelance sera sur une obligation de résultat, il doit vous livrer le produit, le service pour lequel que vous avez acheté, que vous avez signé. À contrario, la régie, là, on est vraiment sur un objectif de moyens. Donc là, le freelance va venir travailler, et en général, quand on fonctionne sur la régie, c'est plus sur l'élaboration d'une stratégie. On va être sur des projets beaucoup plus long terme, sur vraiment des stratégies, des missions plus long terme que sur du forfait. Mais après, tout s'ajuste et tout se discute. Merci. Je peux te laisser passer. Effectivement, il faut peut-être que j'accélère parce que je vois 46. Ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Le temps passe vite. Très intéressant, très riche, mais effectivement, on va accélérer un peu. Donc ensuite, le deuxième point, c'est l'accessibilité. Donc quand on se lance ou quand on est une petite structure, effectivement, on n'a pas les mêmes budgets, le même temps y consacrer. Donc l'accessibilité du point de vue du freelance, c'est ultra important et ça va vous permettre. Le freelance est accessible pour tous les types de clients et tous les types d'industries et toutes les problématiques rencontrées. Donc ça, c'est un point important. Pour tous les budgets aussi, selon le niveau d'expérience du freelance, son TJM ou alors son prix au forfait sera plus ou moins élevé, qui sera forcément lié à l'expérience. Vous allez pouvoir aussi accéder à un spectre d'activités extrêmement large, accéder à des profils internationaux si vous voulez vous développer à l'international, et puis avoir aussi accès à des profils très rapidement. Sur Fiverr, si on prend l'exemple de Fiverr, vous allez savoir quels sont les profils qui sont disponibles à l'heure à laquelle au moment où vous recherchez quelqu'un. Et là, le profil apparaîtra en disponible. Donc ça, c'est aussi important de se dire, j'ai un besoin. Moi, j'ai eu le cas il y a très peu de temps. J'avais un besoin urgent pour faire du sous-titrage de vidéos et de la trad. Clairement, j'ai eu la personne qui était disponible, qui m'a fait la livraison en 24 heures. Le projet était terminé. Et puis aussi, c'est un moyen de réduire la masse salariale plutôt qu'embaucher quelqu'un à temps plein, qui peut être très coûteux et quand on n'a pas forcément le budget, le freelance peut aussi être une solution, une alternative pour un projet. Tu peux cliquer. Donc là, je voulais vous partager un retour d'expérience d'un photographe avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Luca Cutolo, qui avait besoin de refaire toute sa stratégie Instagram. Et donc, on a fait appel à une freelance donc, sur la plateforme qui lui a refait toute sa stratégie Instagram. Et en 30 jours, il a réussi à avoir 5 clients signés de pied ferme et à avoir une visibilité, il était sur la région de Toulouse, très forte. Et son retour d'expérience, quand on lui a posé la question, le blog du modérateur l'a interviewé, et quand ils lui ont posé la question « Que pensez-vous de l'expérience que vous avez vécue sur la plateforme ?» Ce qu'il en est vraiment ressorti, c'est que seul, il n'aurait pas eu accès à ce type de profil parce qu'il n'avait pas ce type de profil dans son réseau. Donc, il était obligé de le faire seul, et il le faisait seul, mais il n'avait pas de temps, donc il y consacrait très peu de temps. Et ce qu'il faisait, il ne le faisait pas de manière optimale. Donc là, il a fait appel à une personne, il a investi un budget, il en est ultra content. Et ce qui est chouette, c'est que cette personne lui a donné les clés du camion pour pouvoir le faire tout seul et pour pouvoir continuer le développement de sa stratégie Instagram. Super intéressant, hein, ça reste quand même le sujet numéro 1 quand vous faites appel à un prestataire. Je pense que c'est un élément qu'on oublie souvent. Faites en sorte de rester propriétaire de ce qui est développé. Voilà, on en parlait un peu dans le chat. C'est terrible d'investir de l'argent et de se dire je n'ai plus la main pour entretenir, modifier, être propriétaire finalement de ce qui a été développé et souvent on peut se faire avoir là-dessus, donc soyez très sensible sur cette partie-là. Exactement. Il y a un deuxième point aussi qui est ultra important, donc il y a la propriété des données, mais il y a également aussi la sécurité de paiement. Parce que quand on fait
on délègue une partie de son business, une partie de son activité, il faut être certain que le résultat soit à la hauteur. Et des plateformes type Fiverr et autres, ça vous permet en fait d'être certain que vous allez avoir le livrable sur lequel vous êtes mis d'accord. Et ça, c'est aussi un point sécurité de paiement, sécurité des données. Parce que vous allez faire transiter aussi des données qui sont confidentielles, que vous envoyez, si vous les envoyez par mail à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi avoir des doutes, effectivement, sur qu'est-ce qu'il va en faire, est-ce qu'il va bien les conserver, est-ce qu'il ne travaille pas avec les concurrents, etc., etc. Donc ça, c'est ultra important. La réactivité, un autre point, j'en parlais tout à l'heure de pic d'activité, de besoins urgents, c'est toujours pour la veille. Là, clairement aussi, le freelance, vous allez compresser toute la partie sourcing, toute la partie prise de contact, toute cette partie-là, process administratif. Ça, de faire appel à un freelancing via une plateforme, encore une fois, ça va vous permettre de vous simplifier cette partie-là. Ouais, beaucoup moins d'administratif. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'une agence, tu vas souvent avoir appel. En fait, c'est ça dépend un petit peu de ton besoin d'urgence, etc. Quand tu fais appel à une agence, il y a quand même un peu plus de lourdeur, il y a des intermédiaires. Le free, ça va beaucoup plus vite. Exactement. Mais comme je l'avais déjà dit, on en parlait un peu en organisant ce webinaire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un free, tu démarres le projet, il ne répond plus, et là, tu n'as plus de plan B. Ça m'a aussi déjà arrivé. Donc, faites attention, peu importe avec qui d'ailleurs vous commencez à collaborer, mais assurez-vous de la disponibilité, de la pérennité de la personne avec qui vous vous engagez. Parce que quand vous commencez un projet et que vous arrivez dans les dernières échéances et que la personne ne répond plus, vous ne savez pas où elle en est, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est extrêmement désagréable. Donc, voilà, faites attention à qui vous faites appel. Exactement. Et on revient sur l'histoire de réseau, de références, toujours avoir des références ou être recommandé quand on passe en direct avec un freelance. Ça, c'est aussi la clé. Ouais. Le côté, les personnes souvent qui font appel à un freelance, et je pense que les personnes dans le chat qui nous ont dit qu'elles avaient déjà travaillé avec un freelance, je pense que c'est aussi un des premiers critères pourquoi on fait appel à un freelance, c'est la proximité. Proximité géographique, aujourd'hui, je dirais, elle est plus forcément valable parce qu'aujourd'hui, on travaille tous en remote. Mais il y a la proximité en termes de valeur, en termes de culture, en termes de mode de fonctionnement. L'avantage avec aussi un free, c'est que vous avez un seul point de contact, une seule personne, et vous allez maturer, améliorer votre collaboration parce que vous allez prendre des habitudes et en fait, votre collaboration va ne faire que s'amplifier, que s'améliorer. Et ça, c'est vraiment appréciable aussi d'avoir un seul point de contact dans un projet parce qu'il a tout l'historique de ce que vous avez fait avec lui et il comprend de mieux en mieux aussi les problématiques que vous rencontrez. Donc ça, c'est un point qui est vraiment recherché et avec aussi, qui est très lié, c'est la fluidité et la transparence dans la communication. Effectivement, on n'est pas expert de tout. Quand on est chef d'entreprise, on travaille sur multiples sujets, on n'est pas forcément expert. Et c'est aussi être à l'aise de dire que le Google Ads, vous n'y comprenez rien, ça ne vous intéresse pas. Ok, vous faites confiance à la personne qui est experte, qui le fera beaucoup mieux que vous parce qu'elle sait ce qu'elle fait tout le temps. Mais vous êtes aussi suffisamment à l'aise dans la communication pour lui dire effectivement vos faiblesses. Et aussi la partie de disponibilité. Un free, vous lui passez aussi un coup de fil. Il peut aussi vous dépanner de manière, entre guillemets, vous filer un coup de main quand vous avez un petit couac sur un sujet. Je te laisse passer. Ouais, ça on en avait déjà peut-être un petit peu parlé de la partie expertise en introduction. L'expertise, là très rapidement, un freelance, ce qui va faire sa différence, quand on a vu, il y a énormément aussi d'agences, il y a énormément de concurrents parce qu'il y a énormément de freelance. Ce qui fait la différence, c'est l'expertise pointue qu'il a. En fait, un freelance est obligé, et c'est dans les chiffres, il se forme 4 heures par semaine. On est toujours obligé de se former pour rester à la pointe, parce que c'est ça qu'on vient chercher. Quand on fait appel à un freelance, c'est son expertise qu'on vient chercher. Donc, forcément, pour se différencier sur un marché concurrentiel, on cherche l'excellence. Carrément. Et dernière petite... tu crois qu'on a le temps de mettre la vidéo ? Ouais, il nous reste 5 minutes, donc je pense qu'on va peut-être la passer. Mais les gens l'auront dans le lien, on vous l'enverra, le support de presse, pour voir la vidéo Fiverr dans le support. Là, Anne-Émilie vous a partagé le questionnaire de satisfaction dans le chat qui vous permet de récupérer le support. Top. Et peut-être partager le retour d'expérience de Jérôme qui est Bonjour, intéressant. bienvenue sur Fiverr. Hop, attends, il y a la vidéo qui est en train de se lancer. Voilà. C'est bon.
Donc, une autre personne Jérôme, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, je voulais le faire intervenir parce que c'était très intéressant. C'est aussi un photographe qui a fait appel à une agence pour réaliser son site internet. Donc, il y a 2 ans. Et il avait une problématique de référencement. Il avait besoin de se faire référencer autour de la région de Grenoble pour augmenter sa visibilité, parce qu'il il ressortait très peu dans les moteurs de recherche sur sa région, la région qui l'intéressait, Grenoble. Donc, il a fait appel à un freelance avec un seul objectif. Enfin, son objectif, c'était j'ai envie d'augmenter mon référencement, et ce qu'il voulait vraiment, c'était trouver des nouveaux clients et augmenter sa visibilité. Hop, je te laisse passer. Ouais. Donc, il a été sur Fiverr et il a fait appel moi, je vois pas les slides. Ah, pourtant là, je la projette. Ah, c'est bon. Et donc, il a fait appel à Guillaume Gerson, qui est un expert en stratégie SEO, qu'il a contacté donc sur la plateforme, tout en chat au départ. Ils se sont mis d'accord ils se sont rencontrés en visio pour bien prendre connaissance des enjeux de Jérôme, et il lui a proposé une mission de 30 jours. Donc, dans un premier temps, ils ont fait un audit. Il lui a fait un audit SEO très technique. Ensuite, une phase de recherche de mots-clés, d'optimisation SEO on-page sur son site. Il lui avait aussi intégré une prestation de création de backlinks pour vraiment pousser sa stratégie SEO, et aussi une proposition de stratégie de contenu pour étoffer son site web et remonter sur des mots-clés via des articles de blog. Il a passé 2 heures avec lui pour le coacher et lui expliquer en fait les différents leviers qu'il avait activés, et surtout comment continuer, parce que le SEO, effectivement, il y avait déjà des retours au bout de 30 jours, des retours très positifs au bout de 30 jours sur certains mots-clés. Donc ça, c'était le point très positif, parce que j'en étais pas certain que sous 30 jours, il y ait déjà un impact. Mais ce qui est très positif, c'est qu'effectivement, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il lui a expliqué comment faire, et maintenant, Jérôme, il continue à créer, à produire des articles, il optimise sa stratégie de backlinks. Donc ça, c'est chouette. Et son retour, ce que disait Jérôme, je vais ni plus ni moins lire sa verbatim, c'est grâce à la puissance de la plateforme Fiverr, j'ai pu rapidement trouver le bon partenaire pour m'aider à construire ma stratégie SEO. Le freelance, après un échange en visio, m'a proposé un plan d'action sur 30 jours. Nous avons avancé étape par étape. J'avais quelques notions d'SEO, donc c'est quelqu'un qui en faisait un petit peu tout seul. Mais Guillaume, grâce à son expertise, m'a permis d'aller bien plus loin dans l'optimisation de mon site, et il m'a ensuite donné toutes les clés pour être autonome. Donc, il y a vraiment eu un accompagnement sur 30 jours, et ensuite, ce qui lui a permis de voler de ses propres ailes. Ouais, super intéressant, et finalement, peu importe avec qui on se fait accompagner, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne démarche. On va y aller au pas de charge pour la fin, mais c'est des éléments qui sont importants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi le bon partenaire, se pose la question de quels sont les immanquables d'une délégation efficace. Donc déjà, le premier point, c'est sourcer son partenaire de confiance. Démarrez toujours par votre réseau, c'est quand même celui qui est le plus fiable. Le bouche à oreille, regardez les plateformes, on parlait de Fiverr, il y en a tellement d'autres, les prescripteurs également, vos partenaires de confiance, comme on le dit plus communément, vos experts comptables, des consultants, etc. Mais également les moteurs de recherche sont des moyens pour vous de vous faire accompagner par une personne qui soit à la hauteur de vos attentes. Le deuxième élément, c'est prendre toujours des références. Ça, je pense, c'est un réflexe qu'il faut que vous ayez avant de vous lancer à corps perdu. Renseignez-vous, prenez contact avec des gens. Comme je vous l'ai dit, ça va vous prendre du temps, de l'argent, c'est votre projet, donc accordez-y vraiment du soin. Rédigez votre brief, ça je pense c'est un point qui est super important. Un brief, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on a vu au préalable dans toute cette présentation. Définissez vos deadlines, votre budget, vos attentes, quelles sont vos promesses, les livrables que vous voulez. Donc formalisez finalement le plus possible tout ce que vous avez sous la main. Ce sont tous ces éléments qui vous serviront le plus. Donc, vous aurez la présentation à la fin si vous voulez vous inspirer de ce type de modèle de brief créatif, c'est très pertinent. Et puis définissez bien dans votre brief ce que vous voulez finalement. Exemple, pour créer votre site web, qu'est-ce que vous voulez pour votre site ? Dites pas juste je veux un site web, est-ce que je veux des pages qui présentent votre offre, est-ce que vous voulez vous présenter vous-même, vos équipes, est-ce qu'il y a des pages produits pour acheter, etc. J'en passe et des meilleurs, mais définissez ça toujours en fonction de vos objectifs et soyez le plus exhaustif possible. Comme ça va limiter les incompréhensions. Ah ben non, mais je t'avais dit que je voulais ci.
Ah bah oui, mais c'était pas mis dans le brief. Ah oui, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez traditionnel, classique. Plus vous formalisez et vous contractualisez votre relation, plus vous garantissez que ça va bien se passer. Et enfin, dans le suivi, la communication interpersonnelle, définissez les moyens de communication, les manières de communiquer, la fréquence de communication pour suivre l'état d'avancement d'un projet, quelles sont les deadlines, quels sont les livrables. Ça, c'est un élément qui est super important et vous n'avez pas besoin d'outils de ouf. C'est juste avoir un Excel peut-être avec des grandes deadlines. Et enfin, exigez toujours une phase de recettage avec votre partenaire. Ce qu'on entend par le recettage, c'est faire en sorte que ce que vous avez commandé, ce soit testé, ça soit bien développé, que la partie prenante qui vous a accompagné l'ait également testé de son côté. Il faut vraiment travailler sur la confiance en listant le plus possible tout ce qui est la composante du livrable attendu. Donc, c'est vraiment une phase intermédiaire avant le rendu définitif du produit commandé. Voilà, si tu veux finir avec les bonnes pratiques, Axel. Oui, donc les bonnes pratiques, donc fournir un brief clair et précis, on vient de le voir à l'instant, partagez, vous en tant que donneur d'ordre, partagez vraiment vos valeurs et la culture de votre entreprise. Ça vous fera gagner du temps et surtout être certain du bon profil, du bon candidat. Clarifier, donner du contexte, que ce soit avec une agence ou avec un freelance, il ne pourra pas le dire dans une boule de cristal. Il a besoin de contexte, il a besoin de connaître en fait les enjeux de la mission pour pouvoir être le plus juste sur sa proposition. Instaurer aussi une communication régulière. Moi, je vous invite à désigner une personne qui fera l'interface avec l'agence ou le freelance. C'est beaucoup plus efficace que s'il se retrouve avec plusieurs personnes, il ne saura pas qui contacter dans certains cas. Et créer aussi des routines. Ça peut être des routines hebdo, ça peut être pour fluidifier aussi la collaboration, vous rassurer et être certain que les deadlines soient atteintes par rapport à ce que vous auriez fixé dans le brief. Ouais, tellement important de définir ces petites routines. Hop, le slide suivante. Et donc, un point aussi qui est important, c'est ne multipliez pas les process et surtout, choisissez des process qui soient simples pour chacun des parties. Là, c'est valable pareil. Côté agence ou freelance, on a les entreprises, petites ou grandes, on a souvent des process qui peuvent parfois être lourds. Mais là, quand on est externe, on a besoin de process simples pour faciliter les choses. Mettez aussi dès le début les bons outils à disposition. S'il y a un chat interne, s'il y a un Slack, intégrez le freelance pour qu'il puisse aussi avoir accès aux informations en temps et en heure. Favoriser les relations humaines. Donc, au départ, prenez du temps pour introduire la personne, pour qu'elle puisse aussi connaître les différentes parties prenantes, qu'elle puisse être onboardée, qu'elle puisse... Ça, c'est important. C'est pas du temps de perdu, c'est vraiment du temps qui sera aussi... c'est un retour sur investissement qui vous sera donné plus tard. Et instaurer un rapport de confiance. Faites confiance à la personne avec laquelle vous allez travailler. Et un point qui est spécial, je pense, plutôt lié au freelance, c'est un freelance, on parle de flexibilité, on parle d'indépendance. Et un freelance, il faut accepter ce principe d'autonomie, ce que j'appelle le principe d'autonomie du freelance, c'est proscrire le micromanagement, pour vérifier à chaque fois que vous avez envoyé un mail, les relances systématiques. Faites confiance, il y a une deadline, il y a un calendrier qui est fait, il y a une communication qui est régulière. Si vous avez mis ça en place, vous devez normalement avoir confiance et donc laisser le freelance pouvoir travailler en toute sérénité. Voilà, et donc pour conclure ce webinaire, finalement, agence ou freelance, choisissez selon vos enjeux, vos attentes, votre ressenti, la maturité, le type de projet, j'en passe et des meilleurs. Je pense qu'il faut que vous soyez capable de vous approprier le sujet. Contactez les deux en fonction de vos enjeux, l'un ou l'autre selon ce que vous sentez, selon la durée du projet. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on a envie d'avoir comme type de relation et selon la typologie de projet. Voilà, on en a fini avec cet événement. Je ne sais pas si tu veux gérer les questions-réponses, Anne-Émilie.
Si, je vais juste, en attendant, proposer aux participants de se rendre dans l'onglet questions. Vous avez des petits carrés à gauche de chaque question. Vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Donc, je vous invite à regarder rapidement, comme ça, on pourra trier vos questions. Et en attendant, je vous repropose dans le chat, il y en a qui n'ont pas récupéré encore, le petit lien vers l'enquête de satisfaction. C'est très important que vous la complétiez. Nous, ça nous permet d'améliorer en permanence nos événements. Et puis, vous pourrez télécharger le support de la présentation qu'Axel et Pierre-François viennent de vous présenter. Et je vous proposerai aussi de pouvoir, vous pourrez demander à être recontacté par l'intervenant du jour, sachant que l'intervenant du jour, ça sera considéré comme Axel, puisque vous avez aussi une autre case qui vous permet d'être recontacté par Neocamino directement. Donc pour Pierre-François, c'est déjà, vous pouvez simplement cliquer sur Neocamino. Et pour Axel, vous pouvez cliquer sur être recontacté par l'intervenant du jour. On transmettra toutes vos demandes à Axel. Alors, on va prendre les petites questions-réponses. Le temps est passé très vite, mais on va quand même essayer de prendre les questions qui ont été les plus plébiscitées. Il y a une première question de Yassir qui nous dit si on est freelance sur Fiverr, nous n'avons pas le droit de faire de l'emailing redirection vers notre site web. Comment attirer plus de clientèle sur Fiverr en tant que freelance ? D'accord. Effectivement, l'idée, quand vous vous inscrivez sur Fiverr, l'idée n'étant pas que vous alliez solliciter notre base, et c'est pas le principe. Pour attirer plus de clients sur votre profil, c'est proposer plusieurs services, tester plusieurs services. C'est un système de mots-clés. Donc, l'algorithme il fonctionne au même titre que si vous connaissez un petit peu le SEO. Ça va être les mots-clés. Il faut vous mettre à la place de votre client qui chercherait une prestation et utiliser en fait son langage, qui va l'utiliser dans la barre de recherche. Donc ça, c'est déjà affiner votre présentation, votre mission, votre pricing. Peut-être qu'il y a un problème aussi de prix. Regardez la concurrence. Qui sont vos concurrents ? Qui gravitent autour de vous ? Dans quel écosystème vous gravitez ? Et en fait, c'est ça qui va faire que vous allez faire venir plus de clients parce que vous aurez aussi une offre qui est plus appétante. Votre profil exactement, c'est une vitrine, au même titre qu'un site vitrine ou au même titre qu'un profil LinkedIn. Il faut tester, itérer. Et l'avantage que vous avez sur Fiverr, c'est que vous avez accès à des tableaux de reporting, des dashboards où vous allez voir en fait, selon les services que vous avez créés, le nombre d'impressions que vous avez eu, le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de messages qui vous ont été envoyés, et vous allez pouvoir choisir les services qui sont les plus intéressants et qui plaisent le plus au public. Top, merci pour ton retour, Axel, sur cette partie. On avait une question de Pierre qui nous parlait d'outils, qui nous demandait quels outils utiliser pour mesurer ses résultats. Du coup, je ne sais pas à quel moment exactement de la présentation il a posé cette question. Est-ce que vous avez envie de réagir l'un ou l'autre là-dessus ? Ouais, alors peut-être qu'on parlait à un moment, au tout début, de faire le bilan sur sa présence en ligne. Je pense qu'il y a des outils comme Google Analytics qui vous permettent de savoir combien vous avez de trafic, est-ce que vous convertissez, grâce à quel canal vous convertissez. Ça, c'est un très grand classique, mais il en existe plein d'autres, des solutions françaises comme Matomo ou autres. Et puis après, si vous êtes e-commerçant ou si vous êtes prestataire de service, vous avez peut-être un CRM qui vous permet d'identifier le nombre de prises de contact, le nombre de devis, le nombre de clients que vous avez. Donc là, c'est propre à votre propre métier, mais le fait d'être doté d'un CRM, ça reste quand même une des clés aujourd'hui pour identifier ces statistiques clés. Et après, pour rajouter, effectivement, le point clé, c'est Google Analytics, pour moi, c'est essentiel, mais c'est encore, faut-il bien savoir le paramétrer et se créer des dashboards, en fait, oui, c'est clair. Donc ça, c'est essentiel. Et si vous faites, on parlait d'emailing, clairement, votre logiciel, votre outil d'emailing vous donnera des datas déjà qui sont intéressantes à exploiter. Si vous faites de la publicité sur Meta, vous aurez aussi dans le back-office tout un tas de données qui vous permettront de mesurer la performance de vos publicités. Donc, tout dépend ce que vous utilisez comme levier d'acquisition. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Axel, c'était exactement ce que j'allais dire, donc top, merci à toi. Une petite question de Raphaël. Comment faire grandir sa communauté dans un projet NFT ? Comment faire pour que sa communauté soit engagée ? Je ne sais pas si l'un de vous deux veut réagir à cette question. Axel, vas-y. Je ne suis pas expert en NFT. Quelle galanterie. Je vous en prie. Alors là, sur la partie communautaire, je ne sais pas quel produit vous souhaitez lancer, mais il faut... Enfin, c'est ce que disait, ce qui était intéressant, Pierre-François, c'est la stratégie d'escargot. C'est avoir votre réseau, avoir 2-3 ambassadeurs
Et puis après, vous allez faire grossir petit à petit, c'est créer du contenu. Il faut créer du contenu. Et une fois que vous allez créer du contenu, soit vidéo, moi, clairement, je conseille beaucoup le contenu visuel aujourd'hui, qui va être beaucoup plus percutant. Et aller contacter, au début, c'est du picking. On va aller contacter les personnes qui sont dans des univers aussi similaires, qui vont pouvoir aussi faire du partage de communauté, animer. Là, ce qu'on est en train de faire, on anime un webinaire, une masterclass, animer des événements physiques ou online. Il faut travailler sur les deux. Le physique et le virtuel, pour moi, sont vraiment complémentaires. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller chercher de chez vous des gens qui pourront aussi vous aider à faire grandir la communauté. Après, ouvrir un Slack, ou un Discord pour faire. Mais il faut grandir votre communauté, il faut vous leur fournir, leur donner de la valeur, parce qu'elle ne viendra pas toute seule si vous ne leur fournissez pas de valeur. Donc, tout dépend du produit, du service que vous offrez. Donner pour recevoir, ça c'est dans la communauté, c'est clé. C'est je donne des choses et puis vous allez recevoir en échange. Ça, c'est hyper important. C'est ce que je peux vous dire, mais faire grandir une communauté, c'est pas si simple. Il faut investir. Il faut investir aussi un peu d'argent pour se faire connaître. C'est aussi un autre moyen de faire grandir sa communauté. Super. Je vous propose qu'on prenne une dernière question, et puis pour tous ceux on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les prendre parce que vous avez été nombreux à réagir, je vous inviterai vraiment à compléter la petite enquête pour reprendre contact avec nos intervenants et poursuivre la discussion. Une petite question de Sylvie qui me dit: vous exprimez l'intérêt de l'agence multidisciplinaire. L'agence n'affecte souvent pas les ressources nécessaires et le justifie par le budget. Les compétences d'une agence ne sont pas forcément de même qualité selon les missions. Comment valider la qualité du travail fourni par l'agence ? Vague question. Oui, alors après, comment dire, je pense que du coup là c'est vraiment un ressenti peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu, mais comment valider la qualité de travail fournie par l'agence, c'est en fonction de vos attentes et de votre cahier des charges. Et finalement, peu importe que ce soit un free ou une agence, la qualité du travail, vous en avez une attente, une image clé. Donc voilà, Sylvie, il faut que ça coche votre case. Après, sur le fait d'affecter toutes les ressources nécessaires, je pense qu'il y a peut-être il y a de tout dans le monde de l'agence et du freelance. Et bien entendu, vous allez avoir des humains derrière. Donc voilà, selon le niveau de compétence que vous avez en face de vous, vous pouvez avoir dans une agence un super expert SEO. A contrario, ils vont l'être un petit peu moins sur la création d'un site web et vice versa. Enfin bref, il y a autant de cas de figure que d'agences. Mais c'est sûr qu'une toute petite agence avec 2-3 salariés qui dit tout faire, vous n'allez pas avoir affaire à des experts. Donc peut-être qu'il faut aller voir des plus grosses agences ou, comme le disait Axel, faire travailler un freelance sur un sujet qui est très spécifique. Ça va dépendre de vos enjeux, de votre plan d'action digital en fait. Si vous avez vraiment besoin d'un gros niveau d'expertise sur certains sujets, allez voir le bon partenaire en fonction de vos attentes. Il faut faire attention parfois à se dire tiens, c'est pas cher. Je me méfie toujours quand c'est pas cher, surtout dans le monde de l'agence. Souvent, quand c'est pas cher, c'est pas qualitatif, ou alors c'est mal calibré. Donc, soyez aussi vigilants en allant voir plusieurs partenaires pour savoir quel est le bon prix. Et puis je ne sais pas ce que tu en penses, Axel. Je suis complètement d'accord. Et puis, vous avez beaucoup parlé de recommandations aussi précédemment. N'hésitez pas à vous entourer des avis des personnes avec qui vous travaillez sur un freelance ou sur une agence, c'est la même chose. Ouais. Et en tout cas, je vous remercie vraiment tous les deux, Pierre-François et Axel, pour le temps que vous avez pris pour préparer ce webinaire, pour l'animer. C'était très riche d'informations et de réponses, je pense, aux questions des participants. J'ai une dernière information à vous partager pour les participants qui ont une structure, qui a une TPE, une PME, qui a plus de 2 ans d'existence et qui réalise plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez... On t'entend pas ? Oui, on l'a perdu. On a perdu le casque. Vous m'entendez toujours ? Oui, c'est bon. Tu es revenu. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais donc, pour les petites structures qui ont plus de 2 ans d'existence et qui réalisent plus de 15 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez bénéficier d'un coaching collectif gratuit qui est 100% financé par l'État. Donc, il n'y a pas d'arnaque ou de lien avec le CPF comme on nous demande souvent. Je vous transmets dans le chat un petit lien vers les prochaines promotions. Ça s'appelle Tous en ligne maintenant.
Si vous répondez aux critères qui sont affichés ici à gauche à l'écran, n'hésitez pas à regarder les prochaines promotions et les thématiques qui sont proposées. C'est une super opportunité pour vous d'avancer sur votre plan stratégique digital. Voilà. Pierre-François, Axel, un dernier petit mot? Si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions sur comment vous lancer. N'hésitez pas, moi je suis très disponible et je répondrai avec grand plaisir si vous avez besoin encore d'être accompagné. Et Axel, si tu veux là. Et sur Fiverr, je crois que sur la slide suivante, je proposais pour les personnes ou les entreprises qui avaient envie de découvrir Fiverr ou qui avaient un projet qui était défini, n'hésitez pas à tester la plateforme, à trouver le freelance avec qui vous auriez envie de travailler. Et puis, j'ai mis un code de bienvenue qui s'appelle GoFiverr et qui vous permettra de tester Fiverr et surtout des freelances. Et pareil, je suis disponible sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, on est ravis d'échanger ensemble. Un grand merci à tous les deux, en tout cas, pour votre temps, votre bienveillance et votre pédagogie, vos conseils pour aider les participants à avancer dans leurs problématiques. N'hésitez pas à regarder le replay si vous souhaitez reprendre des petits points à tête reposée et puis à compléter le questionnaire de satisfaction pour avoir le support de présentation ou poursuivre la discussion avec les intervenants. De mon côté, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis une belle après-midi. Je vous partage dans le chat le lien vers notre site si vous souhaitez vous inscrire à nos prochains événements. Et puis regardez, en janvier, on a aujourd'hui communiqué sur les Folly Days, un gros événement qu'on organise dès le 5 janvier avec plein de webinaires et d'ateliers pour développer votre stratégie digitale, tout comprendre aux enjeux du numérique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Axel, Pierre-François, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, au revoir.